Je voudrais d'abord vraiment remercier les organisateurs de m'avoir permis de venir m'exprimer ici. Je souhaite aussi remercier ceux qui ont parlé avant moi. J'ai écouté avec attention ce que disait Richard Landais. C'était vraiment très important d'avoir ce point de vue de l'historien. Ce que disait aussi JSS était aussi très important pour expliquer un petit peu ce cadre-là. J'ai envie d'inverser simplement le titre de la conférence. Vous disiez de la judéophobie à l'antisionisme, et moi je pense que c'est plutôt de l'antisionisme. Le cas pratique dont je vais parler, c'est de l'antisionisme à la judéophobie, puisqu'on part de ce reportage pour arriver ensuite à la haine d'Israël. Alors, et pour conclure sur le point militant, alors quand j'ai entendu Jonathan c'est pas un gros mot. Non, mais quand Jonathan a parlé d'un militant du Hamas, je me suis dit que vraiment j'avais pas envie d'être avec un militant. Voilà. Mais il y a des militants très bien. Voilà. Et alors, si je dois être un militant, de la vérité, un militant de la vérité, la désinformation. Voilà. Voilà. Alors donc, pour revenir donc sur le reportage, si on pouvait remettre l'image du petit Mohamed sur l'écran telle qu'elle était il y a quelques secondes. Voilà. Donc ça, c'est l'image, je dirais, emblématique du reportage qui a été diffusé par France 2 le 30 septembre 2000, commenté par Charles Anderlin, qui accusait donc les soldats israéliens d'avoir tué l'enfant et blessé le père. Alors ces images, pour le rappeler, puisqu'on a très peu de temps, ont été tournées par un caméraman palestinien à Gaza, Talal Abou Rahma. Ensuite, elles ont été commentées par Charles Anderlin, qui n'était pas sur place, qui a reçu les informations de son caméraman. Il faut aussi savoir que ce caméraman travaillait à l'époque pour une autre chaîne de télévision qui s'appelle CNN. Il avait envoyé les images au même moment, mais CNN a refusé de les diffuser, disant qu'ils avaient besoin de garanties d'authenticité. Cette image a été le catalyseur du début de la seconde intifada. C'est un an avant le 11 septembre. Et cette image a été offerte aux télévisions du monde entier. Alors, cette image a eu un impact planétaire, d'abord local, puisque ça a vraiment déclenché la seconde intifada. C'est vraiment ça qui a mis le feu aux poudres. Et ensuite, c'est aussi une image qui a mis le feu aux poudres dans le monde entier, puisqu'on a donc un an avant le 11 septembre, Ben Laden qui utilise ces images pour inciter à la haine, Daniel Pearl qui est égorgé pour venger la mort, entre guillemets, de cet enfant, et tout un tas de rues, de monuments, de timbres dans le monde entier. Et puisque le Mali est à la une de l'actualité, ce qui est très important de se rappeler, c'est que la place principale de Bamako, capitale du Mali, c'est la place de l'enfant martyr de Palestine. Donc cette propagande, ça marche, ça embrase les esprits. Alors c'est donc l'icône mondiale de la cruauté des Israéliens et donc par extension des Juifs et même plus loin par extension aussi du monde occidental, soutien d'Israël. Alors, comme vous le savez certainement, je ne suis venu qu'après d'autres. Il y a d'abord eu avant moi, dans la recherche à ce sujet-là, Nahum Sha'af, le regretté Gérard Hubert, le regretté aussi Général Darmon, Stéphane Juffa de la MENA, Esther Shapira de la télévision allemande ARD et bien évidemment Richard Landais qui est sur ce panel avec moi. Et donc après eux, après avoir regardé leurs travaux, j'ai compris que le reportage était une mise en scène. Alors, comme on a un temps limité, je vais vous expliquer très rapidement la version de France 2 et pourquoi c'est une mise en scène. La version de France 2, c'est que les soldats israéliens se trouvaient à une distance de 80 mètres du père et de l'enfant, qu'ils ont tiré sans discontinuer donc sur cette cible fixe pendant 45 minutes. Rendez-vous compte ce que c'est que 45 minutes. Un expert balistique vous expliquera deux choses très importantes. C'est que si on cherche à abattre une cible, d'abord, on ne vise pas ni dans les jambes, ni dans le corps ou quoi que ce soit, on vise la tête. Et qu'à 80 mètres, une cible fixe, un tireur, même pas besoin d'être un tireur d'élite, mais il tire dans cette cible-là. Voilà. Donc on vous explique, avec toutes les balles, il les met dans une cible comme ça. Et là, on nous explique que pendant 45 minutes, ils ont tiré sur le père et l'enfant. Donc le père a, selon la version de France 2, été atteint par 12 balles d'armes de guerre et l'enfant par 3 balles d'armes de guerre et il en est mort. Alors les incohérences, donc 45 minutes pour abattre une cible fixe, ça n'a aucun sens. Pas une goutte de sang sur les vêtements de l'enfant, du père ou sur le mur ou sur leur corps, donc rien du tout. À la fin, on a même les images de l'enfant, une fois qu'il est entre guillemets mort, qui tourne la tête en direction du caméraman et lève le coude. Et on a bien évidemment des expertises balistiques, biométriques, médico-légales qui prouvent que tout cela est complètement faux et que les affirmations de France 2 sont fausses. Alors, toutes ces informations ont été connues très rapidement, mais tout le monde, je dirais, les a ignorées. Elles n'ont pas atteint le grand public. D'ailleurs, pour l'instant, le grand public ne connaît pas encore la réalité. C'est une image qui est devenue donc une icône médiatique, le petit Mohamed, qui était elle-même défendue par une icône du journalisme, Charles Anderlin. Et c'est très important de voir que Charles Anderlin apporte sa crédibilité à ce reportage, parce que d'abord, il est juif et franco-israélien, donc il ne peut pas être suspecté d'antisémitisme. Donc il sert vraiment, je dirais, de tampon cachère, de validation pour ce reportage.
En plus, il faut rappeler aussi que Charles Anderlin a beaucoup d'amis et de soutien en France, en Israël, au sein même de la communauté juive française, dont il a fait partie quand il était en France. Donc il a vraiment énormément de relations, énormément de pouvoirs qui lui ont permis de protéger son reportage. J'en veux pour preuve, quand j'ai gagné le procès contre France 2, il y a eu une pétition qui est sortie dans le Nouvel Obs où il y a eu plusieurs milliers de signatures pour soutenir Charles Anderlin. Donc, comme je vous l'ai dit, France 2 m'a attaqué en justice avec Charles Anderlin. Ils m'ont attaqué tous les deux, ce n'est pas moi qui les ai poursuivis. Puisque j'avais accusé France 2 d'avoir diffusé une mise en scène, le premier procès en 2006, le procureur de la République dit que j'ai apporté des preuves convaincantes et suffisantes de la mise en scène. Je suis malgré tout condamné pour diffamation. En 2007-2008, le procès arrive en appel. Là, les juges exigent de voir les images que France 2 détenait pour montrer le reportage, à partir desquelles ils ont fait le reportage. France 2 n'en apporte qu'une partie, et là, je suis relaxé. Une fois que je suis... Enfin, au procès, il faut rappeler qu'il y avait un monsieur... L'avocat, encore une fois, un avocat juif, puisqu'on cherche à chaque fois une validation juive. L'avocat contre moi, c'était Francis Piner, qui disait que j'étais le croisement aigri de Forisson et de Thierry Messant. Voilà. Alors donc, France 2 refuse toujours de reconnaître la réalité, se pourvoit en cassation. Le procureur de la République dit, encore une fois, l'avocat général dit que j'ai raison, enfin que l'arrêt ne doit pas être cassé, et contre toute attente, l'arrêt est cassé, avec une décision assez étonnante qui dit on n'avait pas le droit de regarder les images pour déterminer. La cour d'appel n'avait pas le droit de demander à voir les images pour déterminer si Carcenti avait raison. Donc on retourne en cour d'appel et c'est mercredi prochain. Je ne vous invite pas à venir, mais je vous en informe juste, à partir de mercredi, vous devriez commencer à entendre des informations à ce sujet-là. Je voudrais conclure avec 2-3 phrases. Vous dire une chose. Il n'y a aucun doute que nous gagnerons, car contrairement à ce que certains pensent, le combat pour la vérité dans l'affaire Aldoura est gagné d'avance, puisque nous avons la vérité avec nous. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. L'histoire nous donnera raison, nous n'avons aucun doute là-dessus. Donc, pour conclure... Merci. J'avais juste encore 2 mots. Comme vous avez pu le constater, ça a été extrêmement dur de faire passer ces messages de vérité dans les médias. Et la seule façon que j'ai réussi à faire, c'est de créer, en dehors de certains médias qui m'ont donné la parole, merci Jonathan, merci Actualité Juive, et en revanche, pas merci à toutes les radios juives, sauf Radio J qui m'a à un moment donné la parole, mais les autres radios ont toujours fait une censure sur tout ce que je disais, et au contraire, ont souvent bien encensé Charles Anderlin. Donc je tiens à dire une chose, c'est que le seul moyen que j'ai eu de contourner ces fausses informations, ça a été de créer ma propre mailing list, et donc c'est pour ça que j'invite souvent les gens, quand ils viennent me voir dans des conférences dans le monde entier, c'est de me donner leurs emails et je les intègre dans ma mailing list, et comme ça ils reçoivent les informations. Et j'ai encore mieux, je vous invite tous à oser venir à une conférence et à voir ces images, parce qu'une fois qu'on a vu les images, on ne peut plus dire que ce reportage était authentique. Voilà. Merci à tous.